Là où la plupart des philosophes se dégagent des conflits concrets pour se donner le calme et le recul nécessaires pour créer de profondes réflexions. Jean-Paul Sartre fait partie de ces rares intellectuels engagés dans les combats politiques et sociaux de son temps, contre le général de Gaulle et sa Ve République, pour l'indépendance de l'Algérie, contre la collaboration durant la Seconde Guerre mondiale, pour mai 68 et la libération des femmes. Et ce que Sylvain va nous expliquer aujourd'hui, c'est que l'engagement de Sartre vient avant tout du fait qu'il a toujours voulu vivre en conformité avec sa propre philosophie. Jean-Paul Sartre, 1905-1980, est sans doute le dernier grand philosophe du précédent millénaire. Il rédigea des ouvrages techniques et proposa des versions plus accessibles à un large public, écrivit des pièces de théâtre, des études biographiques, des romans, notamment La Nausée, ainsi que des articles politiquement engagés à gauche. Partageant les grandes thèses du marxisme et défendant les régimes communistes de Cuba et de l'URSS, avant de prendre assez tardivement conscience de leur face obscure. Influencé par la phénoménologie de Husserl et de Heidegger, auquel il a d'ailleurs repris de très nombreuses idées, il voulut ancrer sa philosophie dans la vie concrète. Et c'est donc à la liberté, à la fois individuelle et collective, qu'il consacra son œuvre, puisque s'il y a bien quelque chose de concret dans notre vie, c'est que celle-ci dépend en grande partie des choix que nous faisons. La liberté peut être en effet définie de façon assez simple comme la capacité de choisir, par opposition à l'automatisme, au réflexe ou à l'instinct, auquel les animaux sont en grande partie assujettis. Aucun être ne peut bien sûr prétendre avoir une liberté totale, car ses actions et ses pensées sont toujours limitées, à la fois par les lois de la nature, les lois de la société, par ses propres capacités, par les choix des autres, etc. Nous vivons dans un monde dans lequel nous ne choisissons pas ce qu'est notre situation, comme dit Sartre. Être né à telle époque, dans telle famille, être confronté à certains événements, je tombe malade, la guerre est déclarée, etc. De plus, nous croyons parfois que nous agissons de telle ou telle manière simplement parce que c'est notre choix, alors que nous sommes le jouet d'influences qui s'exercent sur nous sans que nous ne le voyions vraiment. Si je suis par exemple libre de faire tel sport ou de voter pour tel candidat, c'est aussi sans doute parce que mon passé, mon éducation, les médias que je regarde, les fréquentations, mon âge, mon sexe, les valeurs de ma société, etc. orientent mes choix. Ce sont d'ailleurs ces régularités que la sociologie tente d'étudier. Sartre va pour sa part volontairement délaisser cet aspect et recentrer sa pensée sur l'expérience vécue de la liberté. Puisque le propre de l'homme c'est de faire des choix, il faut commencer par remarquer que, paradoxalement, je cite, « l'homme est condamné à être libre ». Il ne peut pas choisir de ne pas choisir. Il doit toujours faire des choix et il ne peut pas se contenter de se laisser guider par les autres, son chef, ses parents, son conjoint, une autorité quelle qu'elle soit, car choisir de s'en remettre à cette autorité, c'est encore un choix. Cette liberté est donc inaliénable. En effet, l'homme possède toujours une marge de liberté, même si elle est extrêmement réduite. Seule la mort me sépare totalement de ce que je suis, c'est-à-dire d'un libre arbitre englué dans une situation que je n'ai souvent pas choisie. La conséquence de cela, c'est que mon identité profonde ne peut pas être définie comme le serait un simple objet. Comme le dit Sartre, contrairement par exemple à un coupe-papier, l'homme n'a pas une nature, une essence, une fois pour toutes. Il a avant tout une existence. Étant un être libre, mon essence, ce n'est donc rien d'autre que ce que je fais. Pour employer une image littéraire, on pourrait dire que je ne suis rien d'autre que le roman de ma vie, dont je suis en partie l'auteur. C'est le sens de la célèbre citation selon laquelle chez l'homme, l'existence précède l'essence. Formule que Sartre a d'ailleurs en partie un petit peu reprise à Heidegger, qui disait au paragraphe 9 de Être étant, « l'essence de l'homme réside dans son existence ». Avouons qu'on n'est pas loin. Dans ce cas, quelle orientation donner à nos actes ? Si l'on est croyant, c'est Dieu qui nous a créés, qui nous indique le choix que nous devons faire pour être dans la bonne voie. Mais l'existence de Dieu reste une hypothèse, et Sartre est d'ailleurs pour sa part farouchement athée. Selon lui, il n'y a pas de réponse précise et universelle à la question du cap que nous devons suivre. Aucune valeur, aucune priorité n'est objectivement supérieure à l'autre. L'argent, la famille, le partage, etc. Toutes sont des possibilités, pour moi, de choisir ma vie. Toutefois, il est possible de juger de la valeur d'un comportement qui s'assume, qui serait fidèle à ses propres principes, qui ne chercherait pas d'excuses en cas d'échec. C'est ce que Jean-Paul Sartre appelle une existence authentique. L'engagement doit donc être total. Mais évidemment, le courage ne s'apprécie lui-même qu'en situation.
La liberté n'est pas une chose abstraite et désincarnée, mais toujours un choix qui se fait dans un contexte social, historique, précis, et qu'il faut avoir le courage d'assumer. Les discours théoriques sur le libre arbitre n'ont donc pas de valeur pour Sartre. Seuls comptent les choix que nous avons faits concrètement afin d'être le plus authentique possible, certains choix étant évidemment plus courageux que d'autres, notamment parce qu'ils s'effectuent face à une pression, face à une menace, face à la mort. C'est en ce sens que nous devons comprendre le célèbre passage de Situation dans lequel Sartre écrit de façon assez provocatrice, je cite, « Jamais nous n'avons été plus libres que sous l'occupation allemande. Nous avions perdu tous nos droits, et d'abord celui de parler. On nous insultait en face chaque jour et il fallait nous taire. On nous déportait en masse. À chaque seconde, nous vivions dans la plénitude le sens de cette petite phrase banale « Tous les hommes sont mortels ». Et le choix que chacun faisait de lui-même était authentique, puisqu'il se faisait en présence de la mort, puisqu'il aurait toujours pu s'exprimer sous la forme « plutôt la mort que ». On se rend ainsi vite compte que la liberté n'est pas simplement une chance pour l'homme, mais aussi un fardeau, source de conflits, de dilemmes, de regrets, de remords, d'angoisses. Aussi, l'homme peut-il être tenté de fuir sa propre responsabilité. C'est ce que Sartre appelle la mauvaise foi. En effet, il est tout d'abord possible de se justifier en se mentant à soi-même, en étant de mauvaise foi parce qu'on se persuade soi-même que l'on n'avait pas le choix, que l'on était contraint de faire ce que l'on a fait. Ce processus permet d'avoir une bonne conscience, d'être ce que Sartre appelle un salaud. Ce terme désigne dans le langage familier une personne moralement répréhensible. C'est le cas de la personne qui, par exemple, à l'issue de la guerre, notamment comme ceux qui ont été condamnés au procès de Nuremberg, se défend en disant que on n'a fait qu'obéir aux ordres, on n'avait pas le choix. En vérité, le choix est toujours possible, même si parfois les conséquences sont terribles. Comme nous le disions, c'est même là ce qui fait la valeur des décisions que nous prenons. Sans bien s'en rendre compte, celui qui agit en disant qu'il n'avait pas le choix est d'ailleurs souvent dans une situation paradoxale, parce qu'il ajoute souvent « je n'avais pas le choix sinon ». Sinon, on allait me tuer, sinon, on allait m'emprisonner, sinon, on allait me licencier. Cela montre donc bien qu'il y a encore une alternative, mais que la personne en question n'a pas eu le courage de choisir cette autre alternative. Et comme le dit Sartre, cette responsabilité totale dans la solitude totale, n'est-ce pas le dévoilement même de notre liberté ? Il est également possible de se comporter, comme le dit Sartre, comme un lâche. Le lâche est celui qui se prétend par nature destiné à accomplir tel ou tel acte, que ce soit sur un plan individuel ou collectif. Ce serait donc une sorte de nature qui guiderait notre comportement. C'est pratique parce qu'on se déresponsabilise ainsi en disant que, par exemple, on agit ainsi parce qu'on est de nature colérique, de nature paresseuse, de nature volage, que telle ou telle chose est dans la nature des femmes, dans la nature des hommes, dans la nature des Chinois, des Français, etc., etc. Plus généralement, on dira que tel ou tel défaut est dans la nature humaine. L'homme modifie le monde qui l'entoure et c'est par là qu'il peut lui-même se dire un être existant. Aussi est-il toujours contre nature, en décalage avec ce qu'il est, jamais vraiment parfaitement adéquat à ce qu'il est, comme un coupe-papier est un coupe-papier, ou un castor est un castor. On retrouve cette même idée chez Simone de Beauvoir, la compagne de Jean-Paul Sartre, qui dénonce ceux qui critiquent la femme parce qu'elle appartient à une certaine nature. Cette nature, par exemple, rendrait la femme compétente pour certaines fonctions, par exemple les tâches ménagères, l'éducation des enfants, mais inapte à d'autres, par exemple les responsabilités politiques. Il y a bien une nature biologique de l'homme et de la femme, au sens où un mâle n'est pas une femelle. Mais ce que l'on appelle la nature de la femme, la féminité, n'existe que comme construction sociale. Tout primat de l'hétérosexualité, par exemple, ou de la fidélité sur l'homosexualité ou sur le libertinage, n'est qu'une dimension humaine, une fabrication historique. Nous sommes donc libres de faire évoluer historiquement cette vision de l'humanité, ces nouveaux modes d'existence, même si ces mutations s'opèrent souvent au prix de longs combats politiques et sociaux, comme on le voit dans les débats de société moderne sur la condition des femmes et sur les combats qu'elles mènent pour avoir plus d'égalité. Une autre façon de se déresponsabiliser est de se surévaluer, de trouver des prétextes afin de justifier ses échecs. C'est ce que Jean-Paul Sartre appelle le quiétisme. Alors là, il y a deux petites ruses différentes. Je peux tout d'abord considérer que l'acte répréhensible que je viens de commettre, un mensonge par exemple, ne me ressemble pas, de sorte que cela n'affecte pas ma valeur. Je peux ensuite juger que je possède un potentiel inexploité qui fait que, même si ce que je fais est plutôt médiocre, par exemple dans une création ou par exemple dans un choix de vie concret, cela ne me ressemble pas et que mon talent est en vérité bien supérieur à ce que l'on peut observer.
Toute la difficulté est qu'il est impossible de déterminer a priori l'étendue d'un prétendu potentiel qui serait inexploité. Tel est le cas de ces artistes, de ces sportifs ou de ces élèves qui, soi-disant, ont un potentiel extraordinaire, pourraient être extraordinairement talentueux, mais qui ne font pas le maximum, ou alors qui n'ont pas eu de chance, et donc qui finalement donnent un bilan assez médiocre de leur talent. Sartre ne pense pas que l'on vaille plus que ce que l'on a réellement accompli dans une situation précise. Aussi écrit-il, en prenant l'exemple de la création artistique, qu'il n'y a pas d'autre génie que celui qui s'exprime dans l'œuvre d'art. Je cite, « Le génie de Proust, c'est la totalité des œuvres de Proust ». Certes, l'homme est perfectible, dans la mesure où il peut s'améliorer toute sa vie, mais c'est seulement dans ses actes concrets que se révèle sa nature. Si je mens, je suis un menteur, si mes œuvres sont médiocres, je suis un artiste médiocre. L'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait. C'est cette dure vérité que Sartre nous rappelle et il nous enjoint donc de faire les bons choix à la fois au niveau personnel et collectif, c'est-à-dire au niveau politique. Et c'est donc un problème très sartrien auquel nous sommes confrontés aujourd'hui lorsque nous nous demandons comment penser un avenir désirable pour l'humanité, notamment face aux enjeux écologiques, puisque pour répondre à cette question, nous devons à la fois nous interroger sur ce qu'est notre nature et sur nos choix vis-à-vis de la nature.